j'avais été arrêté avec mes deux collègues, et à l'âme de Joël, et qu'on est passé devant le procureur, donc Mawama, lui qui nous a rapidement expédié, parce qu'il avait déjà reçu la consigne de nous expédier. Je vous ai dit que c'est après nous avoir arrêtés que Mawama a appelé le fils d'Albeton, qui est son ami, qui était démarché à la justice, de dire à son père de venir déposer la plainte. On nous avait déjà arrêtés avant que Mawama me demande à Albeton de venir déposer la plainte. Et quand on était devant le juge d'instruction, le doyen des juges, suivez le décryptage avec Afrique TV 55, la chaîne au cœur de l'actualité politique togolaise. Il est décédé maintenant, c'est pour ça que j'en parle. C'est un doyen qui a eu à exécuter le plus sale boulot dans les 7 et 10 dernières années. Les gens qu'on a arrêtés, les gens qui sont morts en prison, les gens qu'on a torturés, les gens qui sont toujours encore en prison en train de mourir. Ce dossier était dans les mains de ce doyen-là qui s'appelait Adjani Yacinthe. Nous sommes passés devant le doyen en audition pendant plusieurs jours. J'ai vu dans le couloir, et je vous assure que dans le bâtiment isolé qui est au cœur, qui est au milieu de la justice là-bas, pas loin de là où il y a les parkings, c'est là où il y a le bureau du doyen des juges. C'est un bureau qui est totalement sale. Si on vous dit que c'est le boulot d'un doyen des juges, vous n'allez pas croire. Après, même ces toilettes que lui-même il a construit, qui sont dans son bureau, les toilettes qui sont dans le couloir, vous rentrez dedans, vous le sortez. Ça pue les samedis partout. Mais les gens sont dans ça, en train de rendre la justice. Et on prend le téléphone, on les appelle, on les dit, celui-là il faut le déposer, celui-là il faut le déposer. J'ai vu le frère de Télé Révolution, tous les jeunes du BNP, ils étaient là-bas, mélodés, beaucoup ont écrit, beaucoup étaient malades. Quand on est sorti, il y a certains qui m'ont appelé. Je dis, ah, grand frère Ferdinand, faites quelque chose pour nous. Nous sommes en train de mourir. Ils sont en train de mourir un à un. Il y a même une dizaine qui sont morts parmi nos jeunes frères là-bas. Et ce doyen des juges là, puisqu'il a reçu les ordres qui sont venus d'en haut, comme le procureur aussi reçoit les ordres, tout le reste, c'est du cinéma. Il fait semblant de nous écouter, il fait semblant de faire ci, et puis à la fin, il dit, voilà la décision que je prends, voilà la décision que je prends, voilà la décision que je prends. Et c'est un magistrat qui a jugé, qui a connu les dossiers les plus sensibles. Je me rappelle qu'il me disait que les jeunes du type de révolution, certains sont allés au nord du Bénin pour voir un charlatan, un puissant charlatan, pour faire des critiques, pour que les balles ne les atteignent pas. Ils ont envoyé des gens chez le charlatan. Le charlatan fait des témoignages. Ils ont des témoignages du charlatan contre les jeunes dans le dossier. On a écouté tout ça. L'affaire Adjanabo, Adémone, Sativi, tous ces gens-là, c'est le doyen des juges qui a géré ce dossier-là. Et il a géré ce dossier-là, il savait très bien que les dossiers-là sont vides. Le 13 janvier 1963, à 2 h du matin. Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbé Eyadema, celui qui l'a affirmé, puis nié? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio, la montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbé. Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans, ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, cliquez, téléchargez, et découvrez la vérité. Mais quand il recevait des consignes, il faisait ça. Il a fait ça pendant des années. Je parle de son exemple pour parler aux autres. Il a fait ça pendant des années. En ce moment, il y avait M. Paul-Odier qui était procureur de la République. Après Paul-Odier est parti à la Cour suprême, à la Cour d'appel. Il est maintenant PG. Donc c'est Paul-Odier qui était procureur de la République et Adjani Yacinthe était doyen des juges.
Et beaucoup de jeunes qu'on a arrêtés sont morts. Moi, que disait? Vous imaginez? Que disaient les jeunes qui ont été torturés? Comment vous vous souvenez des gens qui vous avouent qu'ils ont été torturés à la police, qu'ils ont été torturés à l'ANR? Le juge, il fait l'enquête pour les tortionnaires et il libère la personne. Parce que les aveux qui ont été reconnus sur la torture. C'est ce qu'on apprend à l'école de magistrature. Mais ils passent tout ça et ils détruisent la vie des gens. Ils détruisent la vie des gens. Alors, ce point des juges, il était aussi, il participait aussi à beaucoup de conférences avec les scientifiques et tout ça. En tout cas, on fait des affectations et on le sort. Ils ont peut-être commencé par quitter de lui. Ils ont commencé par quitter de lui. Je ne sais pas s'il a bavardé quelque part, il a parlé quelque part. Vous savez ce qu'ils ont fait? Parce que la dernière fois, je vous ai dit qu'il faut des unités spéciales qui rentrent sur les gens à la maison sans effraction. Vous êtes à la maison, quelqu'un rentre chez vous à la maison sans effraction, dans votre chambre. Vous ne savez pas comment ouvrir la porte. Ils ont déjà comme ça qu'ils ont formé à l'ennemi. C'est pour ça que vous voyez à l'ennemi là-bas, au Togo, on apprend que quelqu'un il est mort dans sa chambre. On va voir il est mort dans sa chambre. Ou bien il est mort dans la douche. Il est mort dans sa chambre, il est mort dans la douche. Ce sont des assassinats déguisés. C'est des gens qui sont spécialisés, qui exécutent des passes des hommes. Donc, quelque temps avant la mort de ce journal de juge là, je ne sais pas si il a bavardé quelque part. Les gens disent qu'il était dépassé par ce qu'on lui demandait de faire. Il voulait trouver un moyen pour aller à l'international. Je ne sais pas, je ne connais pas la vérité. Mais il s'est fait que quelques semaines, quelques mois avant qu'il ne meure mystérieusement, il y a des gens qui sont arrivés dans sa maison de façon opération kamikaze. Des gens de partout sont arrivés dans sa maison par effraction. Il ne sait pas comment ils sont rentrés dans sa maison. Ils ont pris son ordinateur principal et ils ont disparu. Les gens sont rentrés chez lui et ils ont pris son ordinateur principal. Ils ont pris l'ordinateur, ils sont partis. Vous voyez? Et les gens ont disparu. Après, dans le gouvernement, dans les affectations, il a été affecté. Ils ont sorti devant des juges pour le mettre vice-président du tribunal de Lomé. Vice-président du tribunal de Lomé. Et donc, c'est pas le temps vice-président du tribunal de Lomé. Il exerçait toujours cette fonction de juge qui participe au séminaire sur... Les gars, qui est Jeff l'entrepreneur au Togo? Qui est Freddy Gold? Qui est Roland Trading? Appelez-moi ces trois gars. Les gars, le Togo vous appelle. Le Togo demande que vous les représentez. Les gars. Et alors qu'il était en très bonne forme, il est parti à voyager avec ses collègues, deux de ses collègues qui sont à Abidjan, qu'il a commencé par avoir des bons de vente à Abidjan. Qu'il a commencé par avoir des bons de vente à Abidjan. Et l'affaire a dégénéré rapidement. Au lieu de l'hospitaliser en Côte d'Ivoire, pour le stabiliser, pour lui permettre d'avoir des soins, les gens ont dit non, le vol, l'avion, le maire Abidjan, c'est juste une heure, il faut qu'il rentre à Lomé. Donc, ils l'ont ramené à Lomé, au lieu de l'amener directement aux urgences en Côte d'Ivoire, pour qu'il soit soigné, ils l'ont envoyé, ils l'ont dit non, il faut qu'on rentre à Lomé. C'est une affaire très mystérieuse, hein. Ils disent non, il faut qu'on rentre à Lomé. Il est rentré à Lomé dans un fauteuil roulant, en train de se tendre de douleur. On le porte immédiatement de l'aéroport, je pense qu'on l'amène à tout point où il adopte à la FIA, et puis il décède dans les heures qui suivent. Il décède dans les heures qui suivent. Il s'appelle Yassine Tadjoli, c'est lui qui a connu notre dossier. Il décède dans les heures qui suivent, et son décès a provoqué quelque chose d'assez effrayant, non seulement dans la magistrature, mais aussi dans sa famille, parce que les gens se sont dit, il s'est passé quelque chose. Même son inhumation, il y a eu toute une économie autour de son inhumation. Alors, voilà quelqu'un qui a servi pendant des années le système, qui a participé dans son rôle de doyen des juges à détruire des vies des gens. Et un matin, je présume que le système s'est débarrassé de lui comme ça. Alors, je parle de son exemple pour interpeller l'actuel doyen des juges, celui qui a pris sa place, M. Poutouli. Ce qu'on vous dit de faire, et que vous le faites avec enthousiasme, et que vous le faites sans gêne, vous déposez les gens en prison, vous les maintenez en prison, vous avez
c'est des innocents. Sachez que le système que vous êtes en train de servir là, d'autres ont fait ça avant vous. Le bureau que vous occupez là, quelqu'un d'autre a occupé ce bureau avant vous. Mais voilà les conditions dans lesquelles il est mort. Si vous avez la crainte de Dieu, réfléchissez quand vous donne les ordres de déposer telle personne en prison avant d'agir. Le dossier Yakabé, tu sais très bien que c'est un dossier qui est vide, mais tu as déposé cette dame-là. Il y a d'autres dossiers de prisonniers, vous avez que les gens voulaient déposer. Donc, je tiens à t'interpeller directement. Et puis sachez que Frère Nassibé, le règne de Frère Nassibé n'est pas un règne éternel. Frère Nassibé n'est pas une immortel. Il finira d'une manière pas d'une autre, pas partie. Et c'est vous qui allez assumer les actes que vous posez aujourd'hui. Parce que ces actes que vous posez aujourd'hui détruisent des familles, détruisent des gens, détruisent des communautés. Et vous allez appeler le prix, y compris le procureur, M. Mahama. M. Pouadi, il y a des juges de la Cour suprême, de la Cour d'appel. C'est vous qui avez commis le dossier des gens de Tigre Révolution. C'est vous qui avez tout fait en tant que représentant du parquet pour que ces enfants restent en prison. Ils en sont morts. Tous ils sont morts. Mais vous dites que vous êtes chrétien. Dimanche, vous allez à l'église. Vous priez Dieu, vous dansez. Mais à cause des biens de ce monde, de votre confort personnel, vous recevez des conseils de votre ministre, puisque vous dépendez du ministre de la Justice, puisque vous êtes au parquet, pour appliquer des lois publiques contre les citoyens. C'est vous qui avez commis ce dossier-là au niveau du tribunal de l'Omer, en tant que procureur de la République. Et beaucoup de ces enfants sont morts. À la Cour suprême, il y a eu des juges qui ont eu le courage d'ordonner la libération des 10 derniers prisonniers de cette histoire de Tigre Révolution. Et voilà, ceux qui sont encore en prison. Il y a eu des juges courageux à la Cour suprême qui ont décidé, non, à la Cour d'appel, qui ont décidé de libérer ces compatriotes-là. Des gens qui font déjà 10 ans comme des derniers en prison. C'est qu'ils sont même morts vivants. Quand vous les voyez, vous ne savez même pas si vous encore tenir. Ils sont morts vivants. Il va aller à l'église de réveiller, je ne sais pas laquelle, je pense que c'est pas. Il y a une église dans laquelle il va. Et donc, c'est vrai. Les juges ont décidé de libérer ces gens-là. Depuis 3 ou 4 mois, vous les maintenez en prison. Parce que le juge est tranché, ce n'est pas le juge qui les sort de prison. C'est vous, en tant que procureur général, qui devez ordonner leur sortie de prison. Et vous les maintenez en prison. Et ces jours-là, aujourd'hui, ont entamé une grève de la faim. Ils sont libérés sur le papier, mais vous les maintenez en prison. C'est des jeunes qui ont de la famille, qui ont des enfants, qui ont des femmes. Ils sont en train de mourir de la faim. Il y a 10 qui sont déjà morts. Mais vous avez le cœur, en tant que procureur général, de les maintenir en prison. Sachez que la rupture, elle tuera pour vous et pour vos enfants. Ne pensez pas que parce que vous êtes des magistrats, vous êtes des juges, donc tout le là, rien ne vous arrivera. Frère Nassibé là, c'est un être humain. Un pouvoir politique, ça peut se fonder à tout moment. Et le pouvoir que vous avez aujourd'hui, c'est un pouvoir qui est disciplinant. C'est un pouvoir qui a des difficultés. C'est un pouvoir qui a des difficultés. Et vous continuez pas à faire le zèle pour détruire des vies. Il va à l'église de Pentecôte. Donc voilà, il faut interpeller le pasteur. Interpeller le pasteur de l'église pentecôtiste. Là, il va prier. Interpeller. Vous détruisez des vies pour le plaisir d'un homme qui va quitter le pouvoir demain et qui va relâcher. Le juge Adjani, qui a servi pendant des années, si on lui avait dit que c'est comme ça qu'il allait finir, il n'avait jamais fait ça. Personne ne se soucie peut-être aujourd'hui de ses enfants. Il avait des enfants de bas âge quand il mourait. Et vous faites ça. Vous détruisez la vie des gens qui sont encore en prison. Et dont la justice maintenant a donné la libération. Et comme vous êtes parqués, vous avez reçu des conseils politiques pour les maintenir en prison. Et ils sont en train de mourir petit à petit. Et vous dites que vous êtes procureur général. L'histoire va vous rattraper. Je parle avec une certaine rage pour que si vous avez encore une conscience, vous écrivez votre conscience. Faut décider que tu vois, c'est qu'un être humain. Demain il peut tomber, je ne le souhaite pas. Dieu seul sait pourquoi il fait les allers-retours à ces temps-ci. Dieu seul sait pourquoi il fait ça. Pourquoi il court à ces temps-ci. Dieu seul sait.
Je sais aussi en partie, mais je ne vais pas dire. Mais Dieu le sait. Donc ce que vous êtes en train de faire au Togo là, ça risque de vous attraper. Vous, vos enfants et vos familles. Ne pensez pas que vous allez détruire la vie des gens et la vôtre ne sera pas détruite. Continuez pas à maintenir les innocents en prison. Continuez pas à prendre l'argent à gauche à droite, recevoir des consignes pour maintenir les gens en prison. Mais en fait, ceux-là, ils sont en prison parce qu'ils ont pris photo. Prenez une photo pour que vous deveniez délit. Que c'est une photo, c'est devenu délit. On peut voir en script depuis 4 ou 5 ans, totalement malade, affaibli. Il a des infections partout, son corps est en train de courir. Parce que avant qu'il vienne au Togo se faire arrêter, il avait suivi une opération. Et cette opération qu'il a subi au niveau de la hanche, il n'a pas pu se soigner avant d'être arrêté. Et du coup, il a été infecté partout. Cette partie-là est en train de courir. Il n'a pas de droit au soin. Les bandits sont là-bas en train de torturer les gens. Même les Américains, ils ont envoyé au Burkina quelqu'un qui était mené à un coup d'État au Burkina cette semaine. Ils vont annuler son séjour, ils vont renvoyer au Burkina parce que c'est un tortionnaire. Ils vont renvoyer au Burkina aux États-Unis. C'est des choses qui vont arriver. Vous pensez que vous allez faire des bêtises, vous allez venir vous cacher quelque part. Ça n'arrivera pas. Et donc, au moment est en train de mourir. Vous êtes là, vous nous maintenez en prison. Vous êtes des humains. Et vous voulez qu'on regarde, on reste comme ça pour regarder. Les 12 prisonniers, ils sont là-bas. Les personnes nationales et leurs corps, ils sont là-bas. Madame Nakadé, elle est là-bas, malade. Le doyen de Dieu s'en fout. Continuez pas à faire ce que vous êtes en train de faire. Vous allez voir comment l'histoire va vous rattraper. Sans la cité là, je vous le répète, c'est une lien. C'est un enfer de chair et de sang. Un matin là, il peut se lever. Comme un autre matin, il ne peut pas se lever. C'est un être humain. Continuez pas à faire sa volonté contre le droit et contre la nature. Et vous allez voir comment Dieu va vous punir. Et Dieu va vous punir sévèrement. Sévèrement. Il y a vos camarades syndicalistes là. Le premier maire, l'union syndicale des magistrats du Togo, qui ont eu une déclaration devant le ministre de la République. Et ils ont eu le courage de dénoncer l'instrumentalisation de la justice. Monsieur le ministre, ça c'est la déclaration. Donc c'est plus le copie. Lui parle de vos collègues magistrats. Au moins il y a encore quelques magistrats qui sont intègres dans le plan judiciaire et qui interpellent de temps en temps les autorités. Monsieur le ministre, voilà, il dit ceci. Il rappelle au ministre ses propres propos. Et puis après il dit ceci. Monsieur le ministre, il est plus de temps. Ce sont les magistrats qui disent ça, hein. C'est la lettre qu'ils ont devant le ministre, le premier maire. Monsieur le ministre, il est plus de temps que cette instrumentalisation cesse, car elle fait davantage du mal au pays qu'aux acteurs visés. En effet, aucun investisseur étranger ne peut envisager de s'installer dans un pays où la justice est officiellement présentée comme l'institution la plus corrompue. C'est les magistrats qui ont dit ça devant le ministre de la Justice, le premier maire. Je répète, monsieur le ministre, il est plus que temps que cette instrumentalisation cesse, car elle fait davantage du mal au pays qu'aux acteurs visés. En effet, aucun investisseur étranger ne peut envisager de s'installer dans un pays où la justice est officiellement présentée comme l'institution la plus corrompue. C'est les magistrats qui disent ça devant le juge, devant. C'est ça. Vous imaginez, quand c'est les magistrats même qui disent ce qui se passe. Et à la fin, ils disent ceci. Donc le syndicat nous a présenté le 20 avril, ils ont présenté des vœux, ils ont présenté des doléances, et ils reviennent sur les doléances. Voilà ce qu'ils disent. Quand la seconde va dire la dernière fois que les institutions, le cinquième mandat c'est les institutions, l'indépendance plutôt c'est les institutions. Et je viens dire qu'aucune institution ne fonctionne au Togo. Il n'y a pas d'institution qui fonctionne au Togo. C'est faux, la seule qui fonctionne. On reviendra sur l'article de tout à l'heure. Aucune institution ne fonctionne au Togo. C'est faux, ceux qui fonctionnent. Voilà ce que les magistrats disent. Permettez-nous de vous soumettre les préoccupations importantes suivantes. La question du Conseil supérieur de la magistrature, qui est une institution très importante pour
le système judiciaire. Donc, la question du Conseil supérieur de la magistrature, dont le mandat des membres a expiré depuis le mois de 2019. Donc, depuis 2019, faut m'assurer qui nous dit que l'indépendance, c'est la solidité des institutions. Les magistrats rappellent au ministre Adjoumi que depuis le mois d'août 2019, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, leur mandat est terminé. Et donc, les gens fonctionnent depuis 7 ans dans l'illégalité. Donc, depuis 7 ans, faut appeler le temps de remplacer les membres du Conseil supérieur de la magistrature. C'est pas eux qui la hack. Et c'est les juges qui le rappellent au ministre. Et puis, la question du Conseil supérieur de la magistrature, dont le mandat des membres a expiré depuis le mois d'août 2019, constitue un véritable blocage pour le fonctionnement normal de l'institution judiciaire. Fort Nassimo dit que les institutions fonctionnent. Les juges disent que depuis 2019, il n'a pas renouvelé le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Donc ceux qui sont là actuellement sont dans l'illégalité. Et ça bloque le fonctionnement de l'institution judiciaire. Donc, faut être au milieu de ses propres contre-vérités par les magistrats. Il est temps, selon les magistrats, de procéder à la réforme de cette institution par l'adoption urgente d'un nouveau texte organique afin de renforcer ses prérogatives et d'en assurer le renouvellement. C'est les magistrats qui disent ça. La Cour suprême, bientôt, Cour de cassation, faut dire les institutions. Les institutions sont logées dans un bureau. Les institutions sont logées dans les bâtiments publics. Mais au Togo, la plupart des ministères et des institutions sont en location ou sont des SDF. On l'entend tout à l'heure. La Cour suprême, bientôt la Cour de cassation, ne dispose pas d'un siège digne de ce nom. Elle continue d'occuper les locaux du ministère de la Sécurité. Il est impératif de concrétiser le projet de construction du siège de la Cour suprême. C'est le magistrat qui rappelle à Fort Nassimo, qui est le premier magistrat du pays, que la Cour suprême n'a pas de siège et que la Cour suprême convoque au ministère de la Sécurité et qu'il est temps de construire un siège à la Cour suprême. Si on ramassait les prix d'avion des 13 ministres qui sont allés au Kyrgyzstan, on a déjà mis des fondations pour construire la Cour suprême, après on va monter le reste. Et c'est le ministère, et c'est le juge qui dit ça. Ensuite, la Cour suprême, les juges qui sont là-bas sont déjà à la retraite. Le président de la Cour suprême, le président Yaya, il est à la retraite depuis 4 ans, 5 ans. Non seulement il est à la retraite, il est fatigué. Le président du gouvernement, il est fatigué. Actuellement, il arrive maintenant à marcher, il n'est pas au boulot. On amène les dossiers ici dans la maison. Et ici, le président de la Cour suprême, il est fatigué, il est à la retraite depuis 4 ans, ou 5 ans, je ne sais plus. Il n'a plus ses capacités physiques, il arrive, il a se déplacer, il est alité. Il est à la maison, on lui amène les dossiers et il signe. C'est ça le fonctionnement de la République togolaise. Le juge Abdoulaye Yaya, le président de la Cour suprême, il est malade, il est à la retraite aussi. Et il arrive à marcher convenablement. Il a des problèmes de santé. Il est à la maison et c'est sur son lit à la maison qu'on lui amène les dossiers ici. C'est ça la République. La République, c'est ça la République. Vous imaginez ce qui se passe? Les magistrats continuent. La question du statut particulier des greffiers demeure également une préoccupation majeure qui attend une attachation supérieure et des mesures appropriées. Donc, les greffiers n'ont pas de statut. Les greffiers au Togo ont des problèmes avec leur statut. Et depuis, cette affaire n'a jamais été réglée. Ça n'a jamais été réglé. La gouvernance de faire, c'est comme... Je ne sais pas comment vous dire ça. Vous voyez des gens qui vont trouver fatalement de l'argent du matin comme ça, qui lancent plusieurs chantiers, qui les abandonnent. Je vais construire un bâtiment, je vais construire une maison, je vais construire. Il commence à la fondation, il arrête ça. Il commence, il arrête ça. Là, le problème du statut des greffiers, là, ça fait plus de 10 ans qu'on en parle. Moi, je me rappelle qu'on a fait plusieurs articles sur cette histoire des greffiers. On dirait que c'est réglé depuis. Ce n'est pas réglé. Donc, les greffiers sont sans statut. Et c'est les juges qui l'appellent son ministre. C'est le syndicat, comment on appelle ce syndicat là même? L'union syndicale des magistrats du Togo, c'est le premier même, c'est leur premier. Je peux mettre ça à votre disposition. Pour que vous voyez ce que les magistrats disent de la justice togolaise. Il y a encore quelques grands magistrats au Togo qui savent que la justice aujourd'hui est instrumentalisée et qui le rappellent au ministre de la justice. Il faut féliciter ces magistrats qui ont lu ce document devant le ministre de la justice. Pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent.
Donc, vous avez des institutions au Togo qui n'ont pas de siège. Vous avez des ministres qui n'ont pas de siège, qui n'ont pas de bureau. Le ministre en second de la santé, là, comment il s'appelle Garé. Monsieur Garé, tiens, je pense, le doyen de la faculté de médecine. Depuis qu'il a été débarqué du ministère, il est remplacé par le ministre délégué Tessi. Garé n'a pas de bureau. Le ministre n'a pas de bureau. Puisque le ministre a proposé, il n'a pas de bureau. Et le ministre qui l'a remplacé utilise les deux bureaux. Le bureau qu'il avait avant et le nouveau bureau du ministre. Donc, lui, il n'a pas de bureau. Il n'a pas de bureau. Le ministre Garé n'a pas de bureau. Le petit frère de Trimois, il était à Togo Invest. Le petit frère de Trimois, il était à Togo Invest avant d'être nommé ministre. Quand il a été nommé ministre, il a été nommé ministre de l'investissement, c'est pour remplacer Madame Santos, mon père, épouse Baloubi, son mari c'est le petit frère de fort. Et donc, quand Madame Santos a été nommée ministre, comme il n'y avait pas de locaux, ils ont une villa à la cité Olia, c'est cette villa, c'est une villa personnelle, qu'ils ont transformée en ministère. C'est la villa qui est devenue le cabinet. Donc Madame Santos et son mari ont loué la villa à l'État pour en faire un ministère. Quand elle a eu des problèmes avec ça, ils vont la débaucher. Le petit frère de Trimois qui venait d'être nommé ministre ne peut pas aller dans cette villa parce que c'est une villa qui appartient à Madame Santos et son mari. Donc, le petit frère de Trimois, dès qu'on a fait la passation, il a ramassé ses trucs, etc. Il est parti. Il est parti dans son ministère, dans son poste ancien là-bas, Togo Invest. Donc, vous avez un ministère de l'investissement qui n'a pas de locaux. Vous imaginez ça, c'est-à-dire un ministère qui doit s'occuper de l'investissement dans le pays, qui n'a pas ses propres locaux. Donc, il est parti à Togo Invest. Dès qu'ils sont cabinet là-bas, il y a eu des problèmes, je ne sais pas ce qui s'est passé, on l'a chassé de là. Actuellement, il semble que son ministère, il paraît, je ne sais pas si c'est, il paraît que son ministère est dans quelques bureaux par les congrès. Donc c'est un ministère clandestin, qui se promène, qui cherche le bureau. Donc, et c'est le ministère qui s'occupe de l'investissement. Ce ministère n'a pas investi de ses propres locaux, mais s'occupe des investisseurs et des investissements. C'est ça la République. Il y a plus grave, et c'est ce que je vous dis tout à l'heure, il y a plus grave. Les conflits entre les ministres, les conflits entre les nouveaux ministres et les anciens ministres. Madame Lilia Aziablé, vous la connaissez non? Vous connaissez la Benjamin du gouvernement, vous la connaissez non? Lilia Aziablé, on l'appelle. Vous la connaissez? Elle était la Benjamin du gouvernement, elle a fait le ministère des Mines, elle a fait le ministère de l'eau, c'est elle qui s'achetait les groupes, les jeunes à Afrique, elle faisait ses magouilles et tout ça là, voilà, c'est elle ça. Alors, il est plus grave, et c'est ce que je vais vous dire, ouvrez bien vos oreilles. Alors, elle était précédemment ministre de l'eau, elle de quoi, de Luc Villageois, je ne sais pas quoi, et elle a été éjectée du gouvernement et puis après on l'a reconduit à la commande publique. Il y a beaucoup d'argent aussi à la commande publique. Et elle a été remplacée par Sénat Alipuy, je pense. Sénat Alipuy. Je pense que c'est celui qui est actuellement ministre de l'eau. C'est ça non? Sénat Alipuy. Voilà. Alors donc, maintenant Lilia Aziablé n'est plus ministre. Elle est directrice de la commande publique. Un matin, il y a cela quelques jours, elle débarque au ministère de Sénat Alipuy avec un taxi bagage pour ramasser tous les meubles du ministre en disant que c'est elle qui a acheté les meubles. Il y a cela quelques jours, un matin, elle débarque au ministère de Sénat Alipuy, elle ramasse tous les meubles du ministre. Je dis que c'est en son temps qu'on a acheté les meubles, que Alipuy aussi a acheté ces meubles. C'est la République ça. C'est la République ça. Les gens étaient titularisés dans le cabinet là-bas. Elle est venue, elle a ramassé tous les meubles. Donc, pendant 24 heures, Alipuy était debout dans son bureau. Il n'y avait pas de meubles. Elle a tout ramassé. Elle est partie avec. C'est ça la République togolaise. Elle est venue avec taxi bagage. Dit que tout ça c'est pour elle. Comme si le Togo n'avait pas une direction du matériel pour s'occuper du matériel dans le bureau, qui achète le matériel pour le ministre et tout ça. Dans une vie normale, c'est la direction du matériel qui s'occupe de tout ça, qui veille
c'est n'importe qui fait ce qu'il veut. Donc, elle va dans le ministère d'Alipui. En plein, là, dans le cabinet, il y avait les gens. Elle vient dire que ce soit c'est beau. Elle ramasse tout. Et le ministre, il s'est retrouvé, si vous connaissez des religions, il faut aller offrir des chefs au ministre. Mais il s'est retrouvé sans bureau. C'est ça la République et le public qu'il faut garantir à cette personne. La République, c'est elle-là. Elle a eu le courage de l'occuper, d'aller faire ça avec un de ses collègues et d'anciens collègues du gouvernement. C'est qu'elle a mis le pied sur quelque chose. Vraiment. C'est qu'elle a bossé à quelqu'un ou à un lieu solide, puisque le lieu d'Alipui, pour faire ça. Elle a fait subir l'humiliation à un ministre qui est au gouvernement. Elle a ramassé les meubles. Donc, c'est maintenant qu'Alipui aussi va aller chercher d'autres meubles. Peut-être qu'un jour, si Alipui aussi va changer, lui aussi va partir avec ses meubles. C'est ça la République. Puis à partir de la direction du matériel dans ce pays-là, pour veiller sur les meubles que l'État dépense de l'argent pour acheter, parce que chez nous, au Congo, l'administration du gouvernement pour la République. À chaque fois qu'on voit quelqu'un qui vit dans un bureau, il dit oui, je ne peux pas utiliser quelle chaise parce que l'administration a fait des gris, il faut changer les rideaux, il faut changer, il y a même certains qui changent de vie, il faut changer les carreaux. Certains changent même les climatiseurs, alors qu'ils n'ont pas le droit. Quand tu demandes de qui tu viens, tu travailles, tu ne pas. On n'a pas besoin chaque année de changer des meubles des ministres. Et il y a le ministre qui arrive, il change tout, rideaux, il change même les canapés, tout. Les carreaux même. Parce que les gens vivent dans la superstition. Et ça, c'est des pertes énormes d'argent pour le pays. Parce qu'on est obligé de dépenser tout le temps de l'argent pour acheter des meubles des ministres, pour changer les rideaux, pour changer les climatiseurs, pour changer les frigos. Il y a des ministres qui arrivent et disent que le frigo là qui est dans le bureau du ministère, c'est pour l'ancien. Lui, il crée que c'est empoisonné. On enlève ça, on lui achète un nouveau frigo. Et tout ça, ce sont des dépenses inutiles qui détruisent la République. Et c'est là que dans une dictature, vous voyez des choses comme ça. Donc, elle est venue ramasser les meubles. Alipui, du courage. C'est la vie. Quand on est dans la jungle, c'est la loi de la jungle. Et au Togo, dans la jungle togolaise, c'est les femmes qui sont plus fortes que les hommes. Ce sont elles qui dictent la loi. Parce qu'elles sont adossées à un but qui est plus puissant que celui des hommes. J'ai parlé. Celui qui a les oreilles, il peut comprendre. Donc, vous pouvez aider Alipui à avoir un instant, un détail. Quand je parle les yeux sur le téléphone. Un instant. Donc, il y a les bureaux. Donc, Alipui a une journée sans table ni chaise. Tout le monde c'est le pays de Sylvain Solution et les foyers. Ah ok. On me dit qu'elle vient d'accoucher. Hein. Bon, ça me semble qu'elle vient d'accoucher, elle a besoin du gouvernement. Et que quand elle avait remplacé Yark, elle a changé tout. Hein. C'est elle qui a remplacé Yark au ministère de l'eau. Donc elle a changé tout. Donc elle a changé tous les fauteuils que Yark a utilisés, elle a changé tout. Maintenant, Alipui est venue, elle est partie ramasser ce qu'elle avait laissé quand Alipui a pris le fauteuil. Bon, c'est la République. Ça, c'est le plus grand scandale de la République. Une simple directrice de la commande publique qui va dépouiller un ministre de ses deux bureaux. Vous imaginez? Qui va ramasser le nom du ministre en fonction. Une simple directrice de commande publique. Donc vous imaginez que si demain il y a un dossier du ministère de l'eau de Alipui qui passe par la commande publique, elle va valider, elle ne va pas valider. Elle va en faire sa tête, elle ne va pas valider. Et c'est comme ça que fonctionne la République. Si demain, il y a un dossier, elle appelle d'offre, un dossier du ministère de l'eau qui passe chez elle, et que c'est elle qui va signer la commande publique, elle peut refuser, elle peut retarder ça. Si elle a le courage de l'occuper, d'aller ramasser des meubles d'un ministre en fonction, dans son cabinet, elle partit avec. C'est ça le Togo. Continuez pas à supporter des conneries comme ça. On continue. J'ai fini avec les syndicats des magistrats, Alipui, c'est fini.
la tribune de Trimois. Voilà une autre. La tribune de Trimois. Alors, moi je ne suis pas juriste, même si dans mon cursus universitaire, je suis allé prendre quelques cours de droit quand j'étais déjà en 4e année. Vous savez, quand après la licence à l'époque, tu peux aller t'inscrire en 2e année de droit. On avait fait ça pour avoir quelques notions de droit. Et avec la formation d'histoire, quand tu étudies l'histoire, tu étudies toutes les disciplines. Donc tu es polyvalent, tu comprends le monde, tu étudies l'histoire du droit, tu étudies l'histoire de l'économie, tu étudies l'histoire de la médecine. Donc tu as pratiquement un regard panoramique sur presque tous les sujets. Et donc, depuis l'instauration de la 5e République, il y a plus d'un an ou bien 2 ans, je ne sais plus trop, notre cher juriste de la faculté de droit écrit des articles pour... c'est un peu comme de l'exégèse. On sait dans quel contexte ils font les articles, on sait pourquoi ils font ça. Ils font des articles sur la constitution de la 5e République, le régime parlementaire. Donc on a vu passer les articles du professeur Kokoroko et du professeur Monaké. On a vu un article du professeur Koda qui a semblé un peu relativiser ce que ces deux collègues avaient eu à faire. Et maintenant, on a l'article de Trimois. Alors, Trimois, son article est intéressant parce que il met il jette un pavé dans la mare. Et c'est vraiment intéressant. Il faut lire la tribune de Trimois. Moi, j'avais déjà lu la tribune de Monaké et Kokoroko. J'ai lu la tribune de Oda. Et quand j'ai vu, il y a 4 jours, ce que Trimois a écrit, j'ai dit waouh, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on va passer tout le temps pour nous dire, pour nous expliquer que le régime parlementaire qu'on est en train d'instaurer est un régime où le Parlement aura plus de pouvoir, aura plus de contrôle sur l'action gouvernementale, on aura plus de pouvoir au Parlement, ce que nous savons que c'est faux. Et j'ai eu à dire plusieurs fois que tout ça c'est dit verbi, c'est faux. La seule personne qui détient le pouvoir au Togo, c'est Fond Nassibé, c'est lui qui tire toutes les ficelles, c'est lui-même qui nomme les députés, c'est lui qui nomme les sénateurs, même les maires, c'est lui qui les a nommés, en tout cas les maires du Nil, la plupart, c'est lui qui les a nommés. Donc, c'est quelqu'un qui a tout le pouvoir. J'ai eu à dire ça dans le live, c'est moi qui suis que tu parles de Fond Nassibé, tu nous dis à Fond Nassibé. Mais il y a d'autres personnes qui ont voulu faire prendre le contraire en disant oui, c'est un régime parlementaire. Je vous ai dit comment se fait le vote à l'Assemblée nationale. Les députés du MPD, quand il s'agit de voter, on écrit, on donne ça sur papier. Et c'est le secrétaire exécutif qui fait ça avec les autres gars du député. Et c'est eux, on les appelle dans une salle, on leur dit c'est ça qui se fait. Vous n'avez pas le droit de faire autre chose. Quand on interpelle les ministres, on dit il faut poser quelques questions, on écrit les questions de bonne. Et donc, très bien, j'ai apporté de l'eau à notre milieu en disant qu'en fait, ce que nous vivons au Togo là, ce n'est pas un régime parlementaire, c'est un césarisme. Vous imaginez? Ça dit, il vient nous dire, c'est là où cette parole a délimité parce qu'il est difficile. Il vient nous dire que ce que nous vivons là, et que nous savons que c'est un pouvoir autoritaire et que c'est François qui est dans le pouvoir, il vient nous le confirmer, que c'est un régime qui est du césarisme. Et que le parlementarisme qu'on nous montre là, ce n'est que du vernis. En réalité, celui qui tient tout le pouvoir et qui fonctionne comme une monarchie, c'est Fond Nassibé. Parce que le césarisme, c'est l'autocratie, c'est la dictature, c'est la monarchie. C'est juste César. Et donc, je ne sais pas quelle bouche l'a piqué de faire cette réflexion. Mais toujours est-il que ce qu'il dit là, c'est extrêmement, je ne sais pas, c'est énorme, tout ça vient de lui. Je sais que quand ils ont voulu faire leur histoire de parlementaire, régime parlementaire, ils ne l'ont pas associé. Vous allez voir que dans le processus du régime parlementaire qui avait été piloté par Ford et Alain Foucault avant d'associer, tout le monde ne sait pas prononcer, ils n'ont pas associé en tant que juriste. Ils n'ont pas mis sur le dossier. Et donc, ils n'ont pas mis sur le dossier, ils avaient écarté certainement. Après, ils ont fait leur truc. Ensuite, il a été écarté du gouvernement. Et
est-ce qu'il est en train de manifester des humeurs? Est-ce que... parce qu'il est en train... Ce qu'il a écrit là, c'est il désavoue sa propre famille politique. Il désavoue sa propre famille politique. Là où sa famille politique nous dit que c'est une démocratie parlementaire avec plus de pouvoir que le Parlement pour contrôler le Premier ministre ou le président. Lui, il dit que c'est un césarisme parlementaire. C'est-à-dire, c'est un régime autoritaire, monarchique, dont la grande partie du pouvoir est détenue par la personne centrale qui est force d'assemblée. C'est une dictature, c'est une autocratie. C'est plus moi qui le dis dans sa tribune. Allez lire cette tribune-là. Et il dit la vérité en fait. Ce n'est pas un mensonge. Ce qu'il dit, c'est vrai. C'est fort et contre tout oublié. Même pour nommer le chef quartier, c'est lui qui donne l'autorisation. Pour nommer tout le monde dans la famille. Aucun ministre dans ce gouvernement ne prend d'initiative personnelle sans que tout le monde donne son accord. Donc tant que tout le monde n'a pas bougé, le ministre ne bouge pas. Même tu as besoin du ministre, tu le fais bien sans lui. Tout le monde fait mieux. Vous le rappelez. Nous le savions déjà. Mais lui, il vient apporter de nous à notre problème. Je ne sais pas si c'est ce débat entre les juristes, Kokoroko, Rounaké, Koda, qui a poussé lui aussi à donner sa part de réflexion, mais toujours est-il que ce qu'il dit là, c'est extrêmement grave pour son propre corps. Je ne sais pas ce qu'il a inspiré, mais ce qu'il a écrit, allez le lire, c'est plus d'une vingtaine de pages, mais vous allez voir cela qui vous l'a dit. C'est extrêmement désavouant pour le système dans lequel il est. Il a lancé une bombe à submission dans le système, dans sa réflexion. Le fait simplement de dire que c'est un système césarien, en référence à Jules César. Pour ceux qui étudient l'histoire, allez lire qui est Jules César, son parcours, ce qu'il a fait. C'est incroyable. Donc, vous allez trouver cette tribune-là, elle est sur Internet, elle dit ce que tout le monde dit. Il a jeté un pavé dans la barre. Je ne sais pas s'il s'est senti frustré parce qu'il n'a pas été reconduit au gouvernement ou s'il a des problèmes, je ne sais pas, mais ce qu'il a écrit là, bon, comme il faut imaginer, c'est pas si fort de lui comprendre, mais bon, ce qu'il a écrit là, je ne peux pas prendre le temps de décortiquer tout ça dans ce live, je serai fatigué. Allez lire la tribune, faites votre propre opinion et essayez de comprendre ce que Trimois a dit. Donc, on passe à autre chose rapidement. C'est resté un gros sujet avec le temps on va terminer le live. Il se fait tard. Alors, on va passer à l'autre. Il y a M. Tchadvier qui, comme l'entendu, a senti la nécessité de sortir de son trou pour faire de la provocation. Visiblement, il veut certainement qu'on parle encore un peu de lui. Comme il se sentait un peu oublié, il est sorti de son trou et puis il a fait un tweet que beaucoup de gens m'ont envoyé. Tiens, tu as fait un tweet qu'on va lire ensemble. Donc la technique vous êtes au tweet. On a vu ça ensemble. Vous savez, les gens dans leur insolence, dans leur arrogance, ils ne savent pas reconnaître eux-mêmes leur propre tort. Ils pensent que parce qu'ils bénéficient d'une certaine impunité au sommet de l'État, parce qu'eux venus de 10 ans privés, ils ont fait beaucoup de choses avec Ford Assimé, il ne va pas les punir. Ce qu'ils ont fait ensemble, c'est certainement se partager l'argent dans le sexe. Donc, Ford prenait sa part, eux aussi prenaient un peu de commission. Donc, ils sont dépositaires de beaucoup de secrets, de Ford Assimé. Donc, ils sont convaincus que Ford ne va rien faire. Donc, ils peuvent se permettre de narguer les Togolais. Parce qu'ils bénéficient d'une certaine impunité. Voilà, M.
Tchadier le 4 mai, qui sort de son tour sur sa page Twitter, donc Dr Philippe Kokouba Tchadier, et il dit je n'ai pas répondu, je ne répondrai pas, je n'ai pas répondu, je ne répondrai pas aux provocations de la cour de récréation pour ne prolonger des discussions qui n'auraient dû même pas commencer. Ah ouais. Pas par faiblesse, mais par force. Ah donc tu dis il est fort. Donc lui c'est pas par faiblesse mais par force. Donc il est fort. La force de savoir que mon temps vaut mieux, mais comment mérite mieux, ma vie attend mieux. Je répète, je n'ai pas répondu. Je ne répondrai pas aux provocations de la cour de récréation. Pour prolonger des discussions qui n'auraient dû même pas commencer. La phrase n'est pas juste pour un docteur. Pas par faiblesse, mais par force. La force de savoir que mon temps vaut mieux, mes combats méritent mieux, ma vie attend mieux. Il faut laisser le titre là-bas. Je vais faire un petit commentaire. Voilà un monsieur, dans une république normale, il serait derrière les barreaux. Je répète, dans une république normale, il serait derrière les barreaux. Pour tous les dégâts qu'il a eu à commettre lors de son passage à l'OTR. On savait qui il était avant de rentrer à l'OTR. On sait ce qu'il est devenu en travaillant à l'OTR. Si on fait le bilan et on passe au scanner, ce que lui possède, après avoir travaillé à l'OTR, c'est en prison qui serait pour crime économique, peut-être 20 ans. En Chine, il prendrait la peine de mort. Depuis qu'on a eu à faire ces révélations, impliquant certaines de ces femmes, au lieu d'aller se cacher dans une queue et de se faire oublier, comme ils ont mis beaucoup d'argent, et de l'argent donne bon à la crise, ils se disent oui. Ceux qui les ont balancés sont des provocateurs, c'est ce qu'il écrit. Que je ne répondrai pas aux provocations de la cour de récréation. Il avait dit qu'on était des journaleux. Journaleux que nous étions, on est déshabillés. Maintenant il dit que c'est dans la cour de récréation, c'est des provocateurs de la cour de récréation. Donc, vous voyez quand on sort dans la cour de récréation, il y a ceux qui provoquent leurs camarades là, c'est nous ça. Donc lui, il est un enfant béni, enfant de riche, il est milliardaire. Nous on est sortis de la cour de récréation, on n'a rien à manger, donc nous on le suit et on le provoque. C'est ce qu'il dit. Vous voyez que le gars là, s'il n'est pas bête, il est inconscient. Celui qui a l'OTR a fait des dégâts, pas seulement des dégâts dans la gestion de l'argent, des dégâts même dans la vie des gens. Des choses qu'on n'a pas dit ici, parce que ça touche, je ne sais pas comment dire, ça touche à la vie des gens, aux valeurs, à la vie des gens. Et il sait de quoi on parle, il sait qu'il a fait tout ça. D'abord, c'est un homme responsable. Pouvait-il avoir 5 femmes à l'hôtel dans un même service? S'il était un homme responsable, qu'il avait un minimum d'éthique, un minimum de conscience, pouvait-il avoir 5 femmes à l'hôtel sans compter 5 qui couchent parfois au bureau, sur la table et tout? Les foyers qu'il a quittés, les femmes de ses collègues qu'il a couché avec, je ne veux pas citer des noms pour détruire le foyer de l'homme. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas aller dans cet truc. Quelqu'un qui modifie les noms de ses enfants pour cacher l'argent public sur leur compte. C'est un homme conscient. Quelqu'un qui modifie les noms de ses enfants pour cacher l'argent public sur leur compte. Il dit que c'est la provocation. Quelqu'un qui gère le bien public et qui doit rendre compte. On lui demande des comptes, il parle de provocation. Parce qu'il a fait l'assumer derrière lui. Parce que c'est fort que l'homme accorde de priorité. Parce qu'ils ont fait des choses ensemble avec fort. Ils le disent en privé que fort ne va pas les toucher, que fort ne fera rien. Parce que eux, les doigts de fort sont dans leur bouche. Puisque l'auteur alimentait la présidence. Donc si on leur demande d'apporter 2 milliards et aussi mettre 200 millions de côté, c'est comme ça qu'ils ont pris leur commission, ils sont devenus riches. Donc ils sont convaincus que fort ne va rien leur faire.
Togolais. Pour larguer les gens avec les titres comme ça. Au lieu de se cacher dans son bureau de l'Uni où il va faire la permanence chaque matin. Avant, il ne connaissait pas le bureau de l'Uni. Avant, quand il était tout puissant, tu as dit là, il n'allait pas au ciel de l'Uni. Maintenant, c'est au ciel de l'Uni qui passe sa journée. Et quand les petits militants viennent, c'est lui qui se lève pour les saluer premièrement. Avant, tu salues même le gars qui ne peut pas. Maintenant, quand les militants intermédiaires arrivent au ciel de l'Uni, c'est lui qui se lève pour les saluer. Si tu as le patron, comment tu vas? Et au lieu d'aller tout cacher dans un trou, tu vois qu'on joue la deuxième saison. Tu veux qu'on joue la deuxième phase de l'hôtel. Si tu veux, on va y aller. Et c'est toi qui vas prendre le coup. Moi, je t'en fous. Quand ta femme, donc quand elle a été remplacée, elle pleurait. C'est pas moi qui pleurais. Elle pleurait. Et je te rappelle, monsieur, tu as dit que 99,99% des gens qui sont à l'hôtel, ils étaient soulagés de ton départ. Ils étaient totalement soulagés de ton départ. De tous les dégâts que tu as fait, les couples, les prisons, tout. Dans un pays normal, tu passes devant le tribunal. Pour justifier comment tu as eu tout ça bien là. Avant d'aller à l'hôtel, tu n'étais pas un grand foncier, tu n'étais pas un millionnaire. Tu n'étais pas millionnaire. Si tu ne te connaissais pas, c'est eux qui racontent des conneries. Tu n'étais pas millionnaire. Tu étais ministère des Affaires étrangères. Là-bas, avec ton ami Bawara, après tu étais avec le lui. Et c'est les Bawara qui t'ont aidé à aller là-bas. Le pire, quand le concours s'est passé, tu l'avais vu. Mais tu es sorti multi-milliardaire de l'hôtel. Où est-ce que tu as trouvé cet argent? Ce sont tes parents qui t'ont laissé l'héritage. C'est ta mère, ton père, c'est ta famille qui t'a laissé l'héritage. Si on doit faire le contrôle de l'action publique, si on doit exiger la réduction des comptes, tu as besoin pour 20 ans, 30 ans. Quand tu as fini tes trucs en France ici, tu étais propice. D'ailleurs, la semaine prochaine, là où tu étais propice là, je vais aller prendre une photo là-bas, dans la station, à la Belle Épine. Tu connais, tu te rappelles? C'est là où on m'a opéré les yeux. Le cabinet où on m'a opéré les yeux là, c'est à côté de la station de centre. Je vais aller prendre là-bas. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Tu ne peux pas faire des petits boulots. Mais quand dans la vie, Dieu vous propose quelque part, vous ne détruisez pas les gens. Et vous venez jouer les petits ballons sur Internet comme oui, toi tu es toi. Il faut répondre. Tu ne dois pas te taire. Tout ce qu'on te reproche là, il faut répondre. Est-ce que les enfants qu'on a vu là, les enfants qu'on a nommés les tchadiens là, comme le verbe tchadien, est-ce que ce sont tes enfants? Si ce sont tes enfants, comment tu as pu modifier le nom de tes enfants? Dans quel cas civil tu as fait ça? Il faut répondre. Les biens que tu as créés partout, sur l'ensemble du territoire, tout le monde jusqu'à Tichao partout là, où est-ce que tu les as obtenus? C'est ton salaire? Il faut répondre. Ce sont des questions de la cour de récréation, mais il faut répondre. Il faut que tu répondes à ces questions-là. Et tu dois répondre à ces questions-là. Parce que les Togolais vont comprendre. Parce que pour nous, votre enrichissement, ce sont des commerces qui ont été détruits. C'est des opérateurs économiques qui ont été détruits. Tu as des collègues là-bas au bureau. À l'hôtel là-bas la direction, donc tu as détruit la vie des couples. Je ne veux pas citer leur nom, parce que c'est leur vie privée. Mais il y a beaucoup de choses qui sont horribles sur vous, que tu n'es pas encore mis sur la place publique. Parce que j'estime qu'en tant que journaliste, je n'ai pas besoin d'étaler tout ça sur la place publique. Parfois, je parle en bon côté pour que les gens comprennent. Mais vous êtes une douleur. Ce que vous avez fait en hôtel, avec les femmes, c'est démoniaque. Vous êtes une douleur. Ce que vous avez fait en hôtel avec les femmes, y compris pour les femmes enceintes, c'est démoniaque. Vous voulez que je vois ce chapitre-là sur la place publique? Personne ne vous dira bonjour. Les gens vont se poser la question, où est-ce que vous avez appris cette manière de se comporter en vrai de humain? Donc, allez vous cacher quelque part. Sinon, la deuxième phase là, va vous traumatiser. C'est fort qui vous assure l'impunité parce que vous l'avez servi. C'est ce que vous dites aux gens. Que rien ne va vous arriver parce que vous étiez au service du président. Et que c'est à lui que vous donnez de l'argent. C'est ce que vous dites en privé. Et vos femmes qui sont là, c'est ce que vous dites. Que non, on va pas parler, ça va finir. Mais n'oublie pas, je l'ai rappelé tout à l'heure au juge. Il faut vous tomber demain. Ça n'est pas éternel. Quelque chose peut arriver à faire demain. Son régime peut tomber demain. Et tu vas répondre. Quelque chose peut tomber demain. Et tu vas répondre. Est-ce que le régime politique, c'est un régime qui peut se fonder à tout moment, c'est une dictature? Donc vous pensez pas que vous êtes
de quoi que ce soit. Rien du tout. Il faut faire très attention, sinon vous serez surpris. Au Congo. Les événements vont vous attraper et vous n'aurez que vos yeux de pleurer. Donc, faut tout cacher quelque part et jouer de l'argent qu'on n'a pas encore ramassé, le reste qu'on n'a pas encore saisi là. Il faut aller tout cacher et bouffer ça. Mais si tu joues à ce petit jeu là, quand on a commencé ce dossier, c'est toi qui suis venu chez les gens, c'est toi qui pleurais, c'est pas nous. On a rien à signer, nous on est les journalistes. Donc, je ne sais pas qui te conseille, mais je pense que la personne, ceux qui te conseillent là, c'est eux qui vont tout fonctionner dans le trou. Donc continuez. Il faut continuer. Nous sommes dans la cour de récréation, c'est bien. Il faut continuer. Voilà. Donc ça c'est tout ce que dire. Et je salue au passage Koulibaly d'élégant. Il semble que tu as des soucis. Je ne sais pas encore quel souci tu as. Je parle de la dame, la deuxième, celle-là, Koulibaly d'élégant là. Il semble qu'elle a quelques soucis. J'attends d'avoir des confirmations. Des soucis avec, paraît-il, la DCPJ. Je ne sais pas trop, mais j'attends d'avoir des confirmations. En tout cas, c'est un dossier qui a appelé à évoluer. Puisque le scientifique, elle devient le dossier et le dossier est dans les mains du juge d'instruction. Donc, tu veux dire, tu penses que bien le lui arrivera, tu seras surpris. Fort qui vous accorde l'immunité là, parce que vous dominez dans les babouilles avec vous là. Un juge ne pourra pas vous lâcher. Vous ne pouvez rien attendre. Et les responsables de l'OPR, il y a des gens qui m'envoient des messages à ce côté. Il y a des gens qui m'envoient plein de messages que le chef du division, je ne sais pas quoi, de l'OPR qui est là-bas, il fait des magouilles dans l'argent chez les gens, il ne donne pas de reçu, partout. Il exige même que des gens lui envoient des trucs anti-monnaie. Par email, c'est pareil. Les hôtels se font redresser par des gens, par les agents de l'OPR. On te redresse 30 millions. Après, on te dit non, donne seulement 500 000. Et puis, les 500 000 rentrent dans l'OPR. Et eux, ils prennent 10 millions, ils se partagent. C'est-à-dire, il y a même mode opératoire, ça continue. Accalimé, se connaît partout. Les gens qui sont à l'OPR à l'intérieur, ils vont là-bas, dans les hôtels Accalimé par exemple, ils font des redressements aux hôteliers, et puis ils disent c'est 30 millions que tu dois à l'OPR. Mais donc 500 millions, on va mettre dans les caisses de l'OPR, donc 10 millions. Donc, les fonctionnaires de l'OPR sont devenus plus riches que l'OPR. C'est-à-dire, la partie est 100 fois supérieure à ce qu'ils vont dans les caisses de l'État. Et c'est devenu une habitude pour eux tous. Il y a un ancien fonctionnaire de l'OPR, qui est à la retraite, qui a construit un grand bâtiment, pas loin du lycée là-bas, à côté de l'hôtel. Il semble que dans toutes les régions qu'il a travaillé, il a construit des bâtiments comme ça. Et il a fait un très grand hôtel à Paris. Personne ne lui pose la question où il a trouvé l'argent pour construire ce bâtiment. Il semble qu'il est déjà parti, il vient de partir en retraite, mais il a un bâtiment qui est sur la route qui va vers Poudre à Paris. Il semble qu'il a baillé ça pour quelqu'un qui a fait un grand hôtel. Mais c'est un grand bâtiment basse. Et que les gens même de la ville en parlent. C'est qu'un petit emploi dans l'autre qui a pris comme grand. Et il semble que le monsieur là, il en a dans toutes les vidéos passées. Et aujourd'hui, c'est la même mode opératoire. Les opérateurs économiques dans tout le monde, les gens peuvent témoigner. Les gens peuvent témoigner. Et moi, j'ai dit que les Congolais à témoigner. Même à témoigner sans visage. Si vous avez des témoignages, faites-nous des parvenir. Donnez les noms des personnes. On ne va pas diffuser vos droits. On va les intégrer. Parce qu'on ne peut pas accepter que les gens de notre pays détruisent le commerce de nos compatriotes. S'enrichissent. Pendant que ceux qui les opérateurs économiques s'appauvrissent. Malgré les dénonciations qui continuent. Les gens vont appeler de se connaître pour dire crédit-là. Mais les propriétaires sur le pied de se connaître. Ils sont en train de pratiquer les gens parfois sans reçu. Palimé, c'est pareil. Parce que Palimé, il y a beaucoup d'hôtels. Donc, à Palimé là-bas, il y a certains dans de l'hôtel, ils vont dans les hôtels à Palimé. Dans le monde de la vérité des séries, ils peuvent seulement dire, parce qu'ils sont de l'hôtel, ils avaient les amis, ils ont coupé du service, c'est 10 000 qu'ils vont payer. Et comme le gérant de l'hôtel, il a peur que bon, si le monsieur qui va donner 10 000, il doit faire la chambre à 10 000, demain, on va le faire un redressement, il a laissé la chambre à 10 000. Donc, les gens de l'hôtel sont devenus un cancer, en fait, certains pour la République, pour les opérateurs économiques. On a pour le jour là, on n'est pas arrivé. Après, ils disent bon, qu'ils ne peuvent pas faire la chambre à 25 000, ils donnent 10 000. Et le gérant ne peut pas le conseiller. Parce que le gérant, peut que demain, il va venir de faire le redressement fiscal. Et c'est sur ces abus de pouvoir que les gens de l'hôtel font dans le pays. Partout. Les gens qui peuvent témoigner là, vous pouvez témoigner, vous citez ceux qui vous font les trucs là, vous on va les exploser.
exposer. On va les appeler au téléphone. On va les exposer. S'ils continuent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce que les opérateurs économiques ne peuvent pas continuer à fermer leur magasin pour le bien des gens de l'hôtel. Comment est-ce qu'on peut vous laisser quelqu'un à 10 millions? On le réduit à 10 millions. Et le gars de l'hôtel dit, bon, 600 000 pour la caisse de l'hôtel, maintenant 5 millions. On réduit quelqu'un à 30 millions, on réduit les hôtels à 30 millions. On demande à l'hôtelier, on discute, on négocie. On dit non, donc seulement 1 million pour l'hôtel. Mais on prend 10 millions, on se partage. Et c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. C'est le but opératoire. Malgré les dénonciations, qui continue. Parce que personne ne l'en fait bien. On n'a jamais arrêté personne, on ne les arrête pas. Puisqu'on ne les arrête pas, ils se sentent tellement puissants, ils agissent. Parce que la justice ne fait pas son travail. Ne vous inquiétez pas. C'est nous qui allons vous redresser. Dernier sujet, et le plus important, on va terminer par là. Merci d'être resté en ligne aussi nombreux. Les préfets militaires. Alors, on va survoler ce sujet rapidement. Et ce sujet nous rapproche de la tribune de Tribord, qui montre que le pouvoir, il est hyper présidentiel, il est monarchique, il est autocratique, il est de droite vraie, comme Jules César. Alors, on a procédé à la nomination des préfets quelques jours, et on voit bien que des 9 préfets qu'il a nommés, pratiquement 5 sont des militaires à la retraite. Alors, ensemble, on va faire avant de technique, avant de faire une pause de une seconde, le temps de retrouver mes tests, je vais retrouver dans mes documents, on va passer la fiche de nos frères de M36.